On va parler de récits, d'exportation de récits dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans la culture au sens large. Je suis Séraphine Angoula. Je suis attachée audiovisuelle à l'ambassade de France au Sénégal. Je travaille dans 6 pays. Et j'ai avec moi des talents de très grand niveau. Je vais commencer par Thibaut de Longeville, qui est réalisateur, producteur. Merci pour le très grand niveau. Ah si, de très grand niveau, Thibaut. Calistassi, qui est productrice ici au Sénégal et qui produit, qui est scénariste et qui commence à aller au-delà et exporter ses séries. Merci Séraphine, merci. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. J'ai ici Fit Tobossi qui a multiples casquettes, mais il va venir parler de... Et notamment une sur la tête. En effet, notamment une sur la tête. C'en est qu'une parmi une bonne dizaine. Exactement. Mais il est plutôt ici avec la casquette de la station Patrimonizer. Exactement, patrimoine zère. C'est compliqué à dire. Patrimoine zère. Patrimoine zère. Ouais, exactement. Multicasquette. Et on a Ndongo qui nous a fait une performance tout à l'heure, donc merci. Maintenant, il faut tenir le niveau, garder l'ambiance. Ça va pas être évident. Merci en tout cas. Et toujours un plaisir. Hein. Donc on est connectés et on est là. En fait, vous êtes tous les 4 concernés par les récits africains. Parce que chacun dans votre secteur, vous développez des récits, vous racontez les histoires africaines au sens large, très localisé et au sens panafricain du terme. La question qui se pose, c'est qu'on se rend compte que à peine 2-3% des légendes, des histoires africaines sont projetées au cinéma ou à la télévision. Toutes ces histoires n'ont pas encore été racontées, et notamment aussi en musique. La question qui se pose, c'est pourquoi déjà? Quelle est votre analyse là-dessus? Et la deuxième question que je vous poserai, c'est comment on fait en sorte que ces récits africains, comme Aïssa Maïga parlait tout à l'heure de la Corée, qui a réussi en 15 ans à exploser dans des mondes, des cartographies totalement dispersées, comment les récits africains peuvent arriver à atteindre ce niveau de performance? Donc la première question, Thibaut, tu as le micro, tu pourrais commencer. Merci. Moi, pour embrayer sur ce que disait Aïssa tout à l'heure, je pense que l'exemple de la Corée du Sud ou l'exemple du cinéma de Hong Kong, qui est aussi comparable dans un cinéma qui est produit et une production audiovisuelle qui est produite localement, mais dont le succès principal est un succès d'export. Je pense que c'est un des grands challenges de la production audiovisuelle africaine, francophone comme anglophone. Le challenge énorme qui est devant nous, c'est celui d'un hit mondial. C'est celui d'un énorme succès qui fera que, en fait, à travers toute la profession, tout le monde pourra dire « Ah oui, Squid Game, ah oui, Parasite ». On n'a pas encore ce programme. Et je veux dire, Aïssa l'a dit très clairement dans son introduction, c'est une question de temps d'investissement dans les capacités et dans les studios. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis franco-sénégalais, donc j'ai grandi ici au Sénégal. Je suis parti, ma famille a déménagé en France quand j'avais 13 ans. Et donc, bon, je connais assez bien les forces vives du Sénégal en matière de création, de production audiovisuelle. Et je les ai vus, étant moi opérant aujourd'hui, je travaille principalement en France et aux États-Unis. Donc j'ai produit une dizaine de films entre la France et les États-Unis. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de succès avec une partie de mes films américains. Et là, récemment, un succès énorme en France avec ma série qui s'appelle DJ Mehdi Made in France. On l'a montré ici à Dakar il n'y a pas si longtemps. Voilà. C'était un carton. Voilà, merci beaucoup. Comme pour enfant du plateau, je pense pouvoir dire que je dois avoir j'ai appris récemment que j'étais le réalisateur et producteur de documentaires le plus récompensé de ma génération. Donc si vous voulez m'applaudir pour ça, vous avez tout à fait le... Félicitations. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Ouais, merci. J'ai pas bien entendu, mais c'est pas grave. Je suis déjà content de ça. Applaudissez-le encore, s'il vous plaît. Mais pourquoi je parle de ça, c'est que il y a une opportunité de mobilisation non seulement des compétences africaines, mais aussi de celles de la diaspora. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Toumani et de l'école Courtrajmé et d'Aïssa Maïga et beaucoup, de Mati Diop, des gens que je considère tous comme mes confrères et consoeurs, je pense qu'on a, dans ce qu'on a appris, en tout cas pour mon humble cas, en Europe et aux États-Unis, quelque chose de savoir-faire à amener, évidemment, dans un effort de transmission et de dynamiser le marché, en tout cas les compétences locales. Au-delà de ça, pour moi c'est très clair et c'est à ça que je dédie tous mes efforts en tant que producteur
avec ma société de production, c'est d'écrire, penser, développer des produits qui ont cette capacité d'export avec une résonance universelle. Encore une fois, ce que disait Aïssa tout à l'heure, c'est-à-dire les exemples de la Corée du Sud, l'afrobeat, il y a quelque chose qui concerne le continent, ils sont criants. C'est-à-dire qu'on parle par exemple d'une industrie du disque où les recettes de streaming et de show se sont multipliées probablement par 200%, j'entends. Donc, pareil pour le cinéma de Corée du Sud. Moi, je travaille avec Netflix actuellement sur pas mal de projets. Il n'y a aucune réunion Netflix où on ne parle pas de la Corée du Sud. Il n'y en a pas. Alors qu'il y a 5 ans, si on disait « Ouais, tu ne veux pas investir sur des programmes de Corée du Sud », personne n'aurait levé la main. Je pense que c'est vraiment notre enjeu et j'entends à l'échelle panafricaine. Donc pour ce qui nous concerne, nous là, c'est l'Afrique de l'Ouest et la francophonie, mais je pense que c'est valable partout. Et Calista? Merci beaucoup. Moi, je dirais plutôt qu'il faut décomplexer d'abord. Parce qu'en fait, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, je parle du marché que je maîtrise, du marché sur lequel je suis. L'Afrique de l'Ouest a une particularité et on a vu des grosses boîtes, des multinationales venir investir, faire des produits en Afrique, ça ne marche pas. On a vu de petites productions faire des produits qui marchent et qui parlent à tout un chacun. Il faut savoir que la culture fait partie intégrante de nous en fait. Le cinéma, les gens vont dans les salles de cinéma depuis longtemps. Et aujourd'hui, on est arrivé, nous, à travers la série, à faire en sorte aujourd'hui de créer un marché, d'être dans les voies de la création d'un marché. Avant, on ne pensait pas qu'un produit africain, sénégalais, aurait pu passer les frontières, en fait, pour toucher le monde. Et on a vu une série sénégalaise qui a traversé les mailles et qui a touché le monde, touchant d'autres personnes qui ne sont même pas sénégalais. C'est à l'image de ce qui arrive en Corée ou à l'image de ce qui arrive aujourd'hui en Turquie ou d'autres pays. Il faut que les gens soient conscients de leur potentialité. Il faut qu'on laisse aux gens le temps de mûrir, d'acquérir des compétences parce que plus on tourne, plus on grandit, plus on va on va travailler avec d'autres personnes, on va se performer, on va grandir. Aujourd'hui, je prends mon exemple, je suis connue à travers les séries sénégalaises, mais je ne vais pas rester dans les séries. Les séries me permettent d'avoir cette communauté-là qui va me permettre demain de travailler avec d'autres personnes, d'autres compétences, d'autres manières de faire et d'amener le marché loin. Le public a besoin aujourd'hui d'être accompagné, d'être éduqué à l'image. On a vu une si longuelette de Maria Maba qui vient de sortir avec Angèle et qui, quelque part, pousse les Sénégalais à aller en salle. Si les produits sont à l'image de ceux qui regardent, ils vont aller les regarder. Il faut qu'on crée des produits qui soient à l'image des gens. C'est ça qui va faire tourner la machine, c'est ça qui va créer une industrie. Mais on ne peut pas aujourd'hui amener des codes, ramener d'autres codes qui ne sont pas nos codes et vouloir que les gens regardent. Les Sénégalais, par exemple, ils ne peuvent pas regarder aujourd'hui une production qui ne leur parle pas. Les gens ont essayé, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on codifie tellement qu'on oublie les gens d'origine. Parasite a marché parce qu'ils ont parlé leur langue, ils ont utilisé leur code en fait. Si on veut que nos produits marchent, il faut qu'on utilise nos codes. Et ça va marcher. Il y a 10 ans, personne ne misait sur un produit du continent. Personne ne misait sur un produit sénégalais ou qui vient d'Abidjan ou d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il faut regarder la manière de consommer des Sénégalais. Tous les Sénégalais portent des designers sénégalais. Il y a 10 ans, aucun Sénégalais, sauf les vendredis, ne portait de designer sénégalais. Aujourd'hui, sur une garde-robe africaine, 80% de la garde-robe ou 70% de la garde-robe est devenue sénégalaise ou africaine en fait. Il y a beaucoup de marques qui sont nées grâce à l'impulsion des séries. La musique aujourd'hui, les gens streament, regardent, écoutent. Donc ça veut dire qu'on est en phase en fait. Il nous faut encore du temps, il nous faut une bonne politique aujourd'hui qui comprend les enjeux. Si on regarde notre business model aujourd'hui, l'État n'y met pas ses sous, personne n'y met ses sous et pourtant, c'est des entreprises qui arrivent aujourd'hui à tenir dans la durée sans avoir de financement qui viennent d'ailleurs, sans être soutenues par qui que ce soit. Donc je me dis, nous, on a besoin aujourd'hui de mûrir, d'apprendre d'ailleurs, pour demain créer un marché et c'est ce marché-là qui va nous porter. On a besoin que le public comprenne que pour regarder un produit, il faut payer. On fait des tests et on se rend compte que ça marche.
on entre dans le streaming et on voit que les gens, ils viennent dans le streaming, ils paient. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ne regardent pas forcément les séries Netflix ou autres, mais ils regardent des produits d'ici parce que c'est comme ça qu'on est en train de se fédérer et de créer un marché. Voilà. En fait, je pense que vos approches à Thibaut et toi sont complémentaires. Parce que toi, tu parles d'un marché très localisé, Oui. qui pourrait vraiment émerger au-delà, mais très localisé, qui déjà marcherait à l'échelle du Sénégal. Alors que Thibaut parle de projets qui pourraient marcher au Sénégal, mais qui auraient un rayonnement international. Et peut-être que ces deux modèles, c'est même pas peut-être, peuvent coexister. Ces deux modèles qui vont coexister. Et pour moi, il faut l'approche pour faire coexister ces deux modèles. Chaque modèle a à apprendre de l'autre modèle, en fait. Et puis, non pas les mêmes échelles de financement. Je pense que c'est aussi ça. Non. Et c'est peut-être ça qui est un peu contraignant à notre niveau, c'est les échelles de financement. Parce qu'un produit qui parle à une masse africaine n'est pas forcément un produit qui est vendable pour une masse internationale. C'est juste ça. Dongo, dans la musique, je pense qu'on a les mêmes problématiques de récits qui doivent s'exporter au-delà. On voit le Nigeria qui vraiment explose. Oui. Oui, on a à peu près les mêmes problématiques. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passe, à savoir qu'en Afrique francophone, il y a une mutualisation des marchés. Je donne l'exemple de quelques jeunes artistes qui arrivent à faire des featuring. Un Sénégalais avec un artiste de la Guinée, un artiste du Mali avec un artiste du Congo, etc. Pour moi, on a d'abord ce défi de gérer le marché ouest-africain de la sous-région. Et je pense que, par exemple, au niveau du Sénégal, pour la musique, le premier problème qu'on a, c'est la structuration, mais aussi arriver à maîtriser le marché et ne pas calquer le même modèle qu'on a aux États-Unis ou en Europe pour la consommation. Parce qu'aujourd'hui, le mode de consommation est différent en Afrique. Et je me dis que, je prends l'exemple de mon groupe Daraji, on a fait des tournées dans les années 90 où on avait des difficultés à passer notre musique dans certaines radios ou à nous positionner sur le marché. Donc comme on a vécu ça, il y a eu 20 ans après, il y a eu le changement. En 2003, quand on disait que le hip-hop était né en Afrique, il a grandi aux États-Unis, mais il revenait en Afrique comme le boomerang. On ne savait pas qu'en 2025, 2022, le Nigeria, l'Afrique anglophone, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, ça allait exploser. Après, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble dans la sous-région. D'abord, avant de parler d'exportation vers les États-Unis ou vers l'Europe. Pour moi, il y a un réel marché, il y a un potentiel au niveau de la sous-région qu'il faut exploiter d'abord. Ça veut dire qu'avant de s'exporter au-delà des frontières africaines, il faudrait que les contenus africains puissent déjà circuler à l'intérieur du continent. Exactement. Et que le marché est là. Exactement, c'est ce que je pense. Fit, que penses-tu de tout ça? Bon, c'est très dur de passer en dernier avec tout ce que vous avez dit et de ne pas paraphraser. Mais non, mais l'idée, c'est déjà de pouvoir se faire confiance parce que le continent regorge d'histoires énormes, extraordinaires, mais qui sont méconnues. Et comme disait justement Thibaut, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un hit, pouvoir avoir peut-être un gros film, un gros banger qui puisse montrer aux gens ce côté, faites confiance au continent africain parce qu'on a énormément d'histoires. Quand on regarde même culturellement les musiques, que ce soit les hip-hop, le rock, toutes ces musiques aujourd'hui populaires et qui dominent le monde, ça vient forcément du continent africain et ça a été exporté. Après, ça a été repris, dilué dans d'autres communautés. Mais Afrique is beautiful, Afrique is the future. Comment maintenant nous on fait pour se faire confiance entre nous? Parce qu'en fait, c'est ça l'idée, il faut qu'on puisse se faire confiance, qu'on puisse se parler. Aujourd'hui, Thibaut, dernièrement, il a eu un banger, il a eu un hit avec son documentaire sur DJ Mehdi, et les gens l'ont redécouvert. Alors que moi, je connais Thibaut depuis que je suis petit. Ce qu'il a fait, c'est énorme dans la culture hip-hop, mais tout le monde le découvre et tout à coup, il devient famous et il devient énorme. Aujourd'hui, il a énormément de projets, tout le monde le veut, etc. Et en fait, aujourd'hui, il nous faut des récits à la Thibaut de Longeville. Pareil pour moi, quand j'ai commencé dans mon domaine, je trouvais qu'il manquait quelque chose dans la culture hip-hop, dans les médias rap. Donc j'ai monté mon média rap, qui aujourd'hui est devenu un média énorme, Bouscapé. Et à la suite de ça, on a su nous faire confiance, nous proposer énormément de projets. Et on a changé le game, comme disait tout à l'heure Aïssa. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'une fois qu'on arrive un peu au sommet, qu'on puisse se réunir entre nous, se faire confiance et créer notre parasite, notre film qui va faire que
on fera rayonner le continent. Donc, mais se faire confiance, se parler et se dire, bon, on est conscient de nos problématiques, parlons-en et devenons ce continent et cette population qu'on doit devenir. Donc Calista évoquait tout à l'heure des projets à l'échelle plus locale et Thibaut des projets à l'échelle plus internationale, mais on a toujours ce sujet sur l'investissement. Le secteur de l'investissement est un peu frileux du secteur des ICC. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui pour les convaincre, pour leur faire comprendre que ce sont des industries qui vont être prolifiques demain, mais quels sont du coup vos arguments, les leviers qu'on pourrait déployer pour donner de la confiance au secteur de l'investissement? L'enjeu qui est celui que Calista décrivait tout à l'heure, qui est celui de développer des produits qui parlent à une audience locale de façon authentique et qui fait que, on va dire, les citoyens sénégalais, pour prendre l'exemple du Sénégal, consomment un contenu qui leur ressemble, qui est produit, etc. Il y a une limite là-dedans qui est celle du marché local, qui va toujours avoir les contraintes du marché local, qui est simplement une question de nombre de populations ou les contraintes de la francophonie, c'est-à-dire de notre capacité à dire ok, un produit sénégalais peut s'exporter en Guinée, un produit ivoirien peut s'exporter dans un autre pays francophone. Les flux financiers qui sont derrière ça, la réalité de consommation, de ce que ça génère en droit, en streaming, en valeur économique, ont une certaine limite. Ils ont une énorme vertu. Donc moi, je prêche la même chose que toi, c'est-à-dire produire localement, développer au plus possible les compétences et les ressources techniques et d'éducation. Donc si on doit, je pointe vers Toumani, mais si on doit aujourd'hui mettre un doigt sur quelque chose, c'est la capacité, les capacités d'écriture technique, de production, de tous les métiers, on va dire simplement de l'audiovisuel. Ce qui y manque, c'est la même chose qu'au Maroc, la même chose qu'en Corée du Sud, la même chose qu'à Hong Kong, la même chose qu'en Afrique du Sud. Ce sont des investissements. C'est-à-dire que nous, nos capacités de storyteller, d'artistes, etc., elles sont prouvées même. On n'a même pas besoin de dire « ouais, ça serait bien » parce que nous, nos films, on n'est que des indépendants, d'ailleurs, tu remarqueras ici, qui avons créé des narratifs, des produits qui ont réussi hyper bien à l'échelle locale, à une échelle nationale, en tout cas à une échelle de francophonie. Notre capitale, là où on peut vraiment générer des revenus, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, c'est, encore une fois, humblement à mon sens, au moins dans la francophonie, à l'échelle de la francophonie mondiale. C'est-à-dire, nos narratifs ne sont pas réduits à nos frontières. Ils ne sont pas plus réduits que Parasite est réduit à la Corée ou que le cinéma hongkongais est réduit à Hong Kong. Les Hongkongais, finalement, ne regardent ou ne vont très peu en salle de cinéma. Enfin, ça, on parle d'un modèle du passé. Aujourd'hui, il n'y a aucune bonne raison, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la direction mondiale de Netflix, pour qu'une production africaine ne soit pas traitée exactement comme une production américaine. Aucune. C'est une question de qualité de la production, donc de qualité des investissements qui ont été faits dans cette production. Car que si on est là avec nos bouts de trucs en disant « ouais, on a l'histoire de Mansa Moussa, le plus grand, toutes les histoires qui sont incroyables, qui sont des narratifs qui sont par ailleurs méconnus des studios américains, qui sont les premiers à bouffer les narratifs de tout le monde. Donc nous, c'est un énorme patrimoine et richesse, hein, c'est vraiment de ça dont on est en train de parler, local qui existe dans des narratifs qui simplement n'ont pas été racontés. Moi, pour parler de mon humble succès récent que FIF décrivait, ça raconte une histoire des enfants de la diaspora. Une des raisons pour lesquelles ça rencontre, mais un succès aussi massif, c'est parce que ce sont des narratifs qui sont inconnus. Inconnus au public français, inconnus dans une grande partie au public francophone, parce que ben oui, la crise de la quarantaine d'un couple de Français de classe moyenne, on a vu 150 films français sur ce sujet-là, des bons, des excellents, des moyens. Bref, on l'a vu, un blockbuster américain de 2 flics, un voyou et l'autre plutôt du bon côté de la loi, qui font... On les a vus. Les narratifs africains, on en a vu finalement, et j'abonde dans le sens de ce que dit Calista, que vachement à travers les yeux, et j'entends à l'échelle mondiale et universelle, qui est un peu le mot que moi je retiendrai, ou en tout cas que je brandirai là-dedans, on en a vu finalement, pour dire bête, c'est Black Panther ou la vision que Beyoncé a de l'Afrique.
Donc c'est des visions qui sont 100% américaines, avec des fantasmes qui sont, somme toute, qui relèvent de leur goût. Mais ce qu'il faut retenir sur ça, c'est l'énorme marché que, en fait, ça convoque et que ça mobilise. C'est-à-dire qu'économiquement, les opportunités, elles sont là. On n'a pas vraiment besoin de fermer les yeux et d'imaginer très très loin, dans 30 ans, dans 20 ans ou même dans 10, pour savoir que ça va arriver. C'est sûr et certain. La question qu'il faut se poser, c'est qui va investir dessus maintenant et gagner. Pour l'instant, il n'y a que Bolloré qui dit ce qu'il dit, c'est-à-dire Canal+, tout ça, je ne rentre pas du tout dans les détails de ça, et qui a toutes les limites qu'on peut dire. Effectivement, on a vu plein de productions du groupe Bolloré avec des codes plus ou moins plutôt français, on va dire, que autres dans ce qui est raconté et comment c'est produit. Aujourd'hui, le challenge, c'est qu'on a des générations de gens qui ont les compétences techniques, qui ont les talents qui existent en écriture, en storytelling, en jeu, en composition musicale, j'en parle même pas. Ce qui nous manque, si quelque chose nous manque, c'est se faire confiance et viser énormément haut. C'est-à-dire, effectivement, on a des œillères sur le fait de se dire jusqu'où on peut aller, comment on va convaincre, comment on va récupérer, nous, des productions à 35 millions d'euros ou à 200 millions d'euros. Oui, regardons Ryan Coogler, ou regardons des gens comme ça. On a un imaginaire qui est peuplé d'Afro-Américains qui l'ont fait, qui sont en train de le faire. Exactement les mêmes choses sont à notre portée, dans finalement très peu de temps, avec derrière, oui, les investissements qui finalement, à l'échelle de l'économie, c'est-à-dire des économies de 200, 300 millions de dollars, des investissements de 2, 3, 4, 5, allez, 10 millions de dollars, c'est rien en fait. C'est rien sur les économies dont on parle, qui sont celles des industries créatives et culturelles. Donnez-nous de l'argent, quoi. Investissez, quoi. Calista. On est là pour ça. Moi, ils sont là, ils sont en face de nous, là, ceux qui ont les portefeuilles, là. Regardez-nous bien, regardez nos visages. On va venir vous voir après. Moi, ce que je peux dire, c'est que les choses changent, vraiment. J'ai été captée sur un projet de Canal où je n'avais que l'idée originale. Je ne m'étais vraiment pas impliquée sur cette série. Et quand la série est sortie, ils se sont rendus compte que, comme ils le font toujours, leur narratif ne marche pas. Ça ne parle pas. Et aujourd'hui, un autre produit arrive, et au-delà du fait de capter mon idée originale, ils m'ont capté en tant que showrunner. Pourquoi? Parce qu'ils disent les codes du local qui marchent pour le local, si on y rajoute un peu les codes de l'international, c'est ça qui change en fait. Parce qu'ils mettent de l'argent et ils se rendent compte qu'il y a des limites s'ils veulent que le marché puisse quelque part les suivre. C'est pour ça que je dis il faut laisser le temps de la maturation. Il y a 10 ans, on n'avait même pas idée qu'un jour on allait se poser ici pour parler de est-ce que les choses vont marcher. Alors qu'aujourd'hui, moi je le dis en toute humilité et en toute honnêteté, si on prend les 2 grosses boîtes sénégalaises qui marchent le plus, c'est Marodi et c'est Evenpro. Ils ont changé les choses et ils vont aujourd'hui aller sur une échelle internationale. C'est-à-dire aujourd'hui, toute personne qui a un regard de businessman ou autre sait qu'il faut investir dans ce secteur d'activité parce que ce secteur d'activité est en train aujourd'hui d'impulser le changement. Aujourd'hui, à l'état où nous sommes, il n'y a aucun pays qui va marcher, qui va se faire sans prendre en compte aujourd'hui tout le storytelling qu'on peut apporter et qui est à la base de tout changement, qui est à la base de toute évolution. Si on ne montre pas tout ce qui a été mis dans nos continents, si on ne le montre pas au sein du continent, rien ne va changer. Si on ne le montre pas à l'international aussi, rien ne va changer. Toute politique qui veut vendre le Sénégal, qui veut vendre l'Afrique, aura besoin de nous pour le faire, en fait. Toute personne qui voudra découvrir l'Afrique aura besoin de nous pour le faire. Donc les politiques, les investisseurs, s'ils veulent que ce soit le temps de l'Afrique, ils doivent faire en sorte que l'Afrique puisse se raconter pour que le temps de l'Afrique soit pris par le monde. On ne peut pas changer les choses. C'est ce que la Corée a fait, c'est ce que la Turquie a fait. Et aujourd'hui, il est temps que l'Afrique le comprenne et mette les moyens là où il faut. Parce que les jeunes qu'on voit aujourd'hui, il n'y a que le sport et le fait de se raconter qui peut les capter. Rien d'autre ne peut les intéresser. Pour finir, Dango, qu'est-ce que tu penses de ça? Des limites qu'on a et du frein à l'investissement qui perdure encore aujourd'hui. Dans le secteur musical, on s'en rend peut-être plus facilement compte aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'exemples. Le Nigeria montre la voie, l'Afrique du Sud montre la voie. Le Sénégal est en train aussi de faire sa voix. Et donc dans la musique, c'est en train de se transformer radicalement. Les exemples manquent encore dans le cinéma. Thibault l'a dit tout à l'heure.
Qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Oui, ce que je peux rajouter, c'est, en tout cas, du point de vue de la musique, je sais que le spectacle vivant offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. On peut avoir un frein par rapport au streaming, par rapport au marché international, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concerts qui s'organisent au Sénégal, à Dakar. On prend l'exemple de Dakar. Il y a beaucoup d'artistes internationaux qui viennent organiser des concerts. Donc ça veut dire que le spectacle vivant est vraiment il y a un potentiel d'investissement. Après, en tant qu'artiste, moi j'ai commencé quand il n'y avait pas beaucoup de matériel. On a tout fait, on a fait du self-made. C'est-à-dire qu'on commence d'abord, c'est ce que je dis aux jeunes. Il faut commencer d'abord, il faut impulser sa carrière, il faut se motiver d'abord. Et on est tous des entrepreneurs. On n'a jamais, peut-être, moi je suis quelqu'un qui se dit toujours, j'attends pas l'État, j'attends pas qu'on m'aide. J'y vais et je rejoins ce qu'il disait aussi. Je pense que investir dans le milieu des ICC, c'est quand même mieux qu'investir dans le pétrole ou le gaz. Aujourd'hui, le Sénégal a du pétrole, a du gaz, mais on a des idées, on a des émotions, on a des narratifs, on a un bel imaginaire à partager au monde. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Pete, tu peux compléter? Alors, repose-moi bien la question, s'il te plaît. La question était de savoir comment redonner de la confiance. Tu as parlé de confiance. Quand on connaît les écosystèmes comme la musique qui ont prouvé par l'exercice qu'au Nigeria ça marche, les musiciens nigérians arrivent à être écoutés partout dans le monde aujourd'hui, les musiciens sud-africains aussi. L'idée, c'est de voir comment cette transformation peut s'opérer aussi dans d'autres secteurs des ICC. On parle beaucoup de cinéma parce que c'est ce qui nous occupe aussi beaucoup ici. Et du coup, quels sont les leviers pour renforcer la confiance des investisseurs sur d'autres secteurs d'activité en dehors de la musique? Bah oui, comme tu l'as dit, comme les gens peuvent le voir, dans la musique, nous, ce qu'on a toujours fait, on a toujours tout créé avec des bouts de ficelle. On n'a jamais eu vraiment besoin d'investisseurs, de subventions ou de qui que ce soit pour nous aider. C'est-à-dire que la musique, tu peux la créer, faire des hits, faire des clips qui font des millions de vues ou être vus partout dans le monde avec des bouts de ficelle. Quand tu veux rentrer dans l'industrie du cinéma, bon, il faut un peu plus d'investissement et donc il faut que des gens puissent te faire confiance. Mais malheureusement, comme disait tout à l'heure Aïssa Maïga, quand on va demander certains budgets, on a l'impression de mendier, on a l'impression de faire pitié et on ne veut pas nous faire confiance. Maintenant, c'est comment on fait pour pouvoir se faire confiance, enfin que les gens puissent nous faire confiance. Bah, il faut qu'on puisse, pour moi la clé, c'est pouvoir s'organiser et pouvoir travailler entre communautés et entre gens qui sont forts. Que voilà, chacun ici, par exemple, nous tous sur ce panel, on est fort et qu'il faut qu'on puisse parler d'une seule voix. Quand on va voir des investisseurs, on va dire moi je suis fort dans mon domaine, mais derrière moi il y a telle personne avec moi, et qu'on puisse voir ces personnes qui ont les fonds, qui ont les budgets, pour qu'aussi ils puissent avoir confiance, parce que je peux comprendre, c'est un investissement, ils sont là aussi pour gagner de l'argent, récupérer leur argent, en tout cas ne pas le perdre. Comment maintenant nous on fait, comme on a prouvé dans nos domaines, montrer aux investisseurs qu'ils puissent avoir confiance en nous et investir chez nous et qu'on puisse créer derrière voilà, le grand film africain, le studio hollywoodien africain de francophone. Enfin voilà, parce qu'on a plein d'idées, mais ce qui nous manque à chaque fois, c'est les sous. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait ce déclic, se dire, vas-y, ça me parle, je vais investir dedans et puis on y va, on va changer les choses. Alors je pense que ce sera le mot de la fin parce que le timer nous dit qu'il faut qu'on arrête. C'est passé vite. Mais ça, si on doit conclure, ce serait de dire qu'il faut investir dans la formation pour monter d'un cran. Il faut investir dans la création, dans les narratifs. Aller ressusciter les récits oubliés. Parce que dès qu'on innove et qu'on présente des choses que les gens ne maîtrisent pas, ça plaît, visiblement. Est-ce qu'on a tout dit? Il y en a énormément. Et surtout, je vais finir par ça, parce que je suis béninois. Le Bénin, c'est le turfu. Il y a énormément de récits, de narratifs au Bénin. Voilà, mais comme partout en Afrique. Mais bon, comme le Bénin, on est un peu les derniers de la classe, mais on est en train de tout pop. Merci. Il y a énormément de récits. Mais l'Afrique francophone, on rayonne. Les anglophones l'ont très bien copié. Maintenant, c'est l'Afrique francophone. C'est à nous, c'est notre tour là. Merci à tous. C'était super intéressant. Merci. Bravo le Bénin. Et bravo le Bénin, visiblement. Faites là.